Bon alors, du coup, on va se créer un petit système qui va nous permettre de générer en fait des material instances. Donc, vous voyez là, j'ai plusieurs matériaux que j'ai utilisés à différents endroits de ma scène. Donc là, je suis dans mon zoo level. Euh, mais ici, ce qui va être vraiment important, c'est de comprendre comment exposer ces différentes channels dans lequel, vous voyez, on peut mettre un set de texture A, un set de texture B et un set de texture C. Je vais expliquer du coup tout le process. Et sur lequel aussi on peut faire varier justement, genre là si je veux toucher la taille de la brique, je peux, vous voyez. Mais c'est-à-dire que indépendamment, je vais pouvoir gérer la taille de... Là j'ai une brique, j'ai une pierre apparente qui est un peu plus détruite. Et j'ai une matière un peu bétonnée de transition entre les différentes, entre la brique et la pierre. Et du coup, je vais pouvoir indépendamment gérer ça. Ce qui veut dire qu'une fois que ce matériau vraiment il est projeté quelque part, bon là éventuellement, enfin évidemment un caillou, un rocher, c'est pas le meilleur objet pour recevoir de la brique, mais bon peu importe, ça va fonctionner. Je vais pouvoir ici, hop, peindre et recouvrir ma surface d'une matière différente. Donc c'est la première chose. On va dans un premier temps ne le faire que sur la diffuse, donc on va le faire que sur la couleur. Et une fois qu'on aura compris comment le système fonctionne sur la diffuse, là on va le répercuter sur les autres canaux de matériaux. Donc bah, la roughness, la spécular, la normale, parce que on ne change pas que la couleur de l'objet. Là, ce qui change, c'est vraiment c'est le matériau en lui-même. Donc du coup, chaque surface, genre là, la brique rouge n'a pas les mêmes propriétés que le béton ici, en termes de rugosité, de normal, de displace, etc., etc. Donc on va le faire from scratch. Donc je vais créer un petit material et on va l'appeler Vertex Painting Material. Hop. Et je l'avais déjà. Non, c'est bon. Alors, pour commencer, pas besoin de setter de choses spécifiques. On peut rester sur les presets de base de notre matériau. Mais déjà, il va falloir faire en sorte de renseigner. Enfin, vraiment, la première chose à faire, c'est de quoi remplacer les maps. Donc moi, j'ai envie de faire un material qui peut aller sur n'importe quelle surface. C'est-à-dire que je ne veux pas utiliser les UV. Donc je vais pas créer... J'aurais pu créer des nodes de texture sample parameter 2D, mais je ne vais pas faire ça. À la place, je vais faire un World Aligned Material. Donc c'est un node qu'on connaît déjà, qui permet donc de projeter selon le monde. Et du coup, bah, quelle que soit la surface sur laquelle on projette, le texel, donc la manière dont la texture se propage, s'affiche, sera toujours propre et uniforme. C'est ça qui permet, par exemple, sur une surface comme le mur, de faire ce genre de choses, que la texture se prolonge systématiquement. Donc ça, c'est très important. On va prendre le borderline texture. Par défaut, on irait connecter ici en base color, par exemple, si on voulait faire la base color. Sauf que nous, on va avoir plusieurs base color. Donc on va faire plusieurs world align texture. On va en faire 3. Hop, world align texture. Voilà. Comme à notre habitude, on va faire ici un petit clic droit parce que vous voyez, il faut qu'on renseigne un T2D, donc c'est notre texture. Là actuellement, si je drop par exemple une texture et que j'essaie de la connecter, ça va pas fonctionner. Vous voyez, il veut pas, Unreal. Donc je vais juste faire clic droit ici et Promote to Parameter. Et on va tout de suite bien commencer, c'est dans cette peut-être introduction au shading avancé, entre guillemets, on va commencer à faire des choses propres, c'est-à-dire on va bien renommer les zones de notre matériau, on va bien renommer nos paramètres. C'est extrêmement important que vous attribuiez de l'attention à comment vous nommez vos paramètres, parce qu'une fois qu'une personne va utiliser votre outil, donc utiliser votre matériau sous forme de material instance, c'est les repères qu'il va avoir pour progresser, ça va être la nomenclature que vous aurez établie. Donc c'est important de la faire proprement. Donc moi, ça c'est je vais dire A underscore parce que c'est ma première texture, c'est la texture numéro A, et je vais l'appeler base color. Après, vous pouvez l'appeler albedo, diffuse map, peu importe. Moi, je vais mettre base color ce coup-ci. Et on va faire pareil 3 fois. Donc, on va avoir B underscore base color. Et on va avoir C underscore base color. Bah, super.
c underscore baseColor. Donc ça, nickel. Maintenant, on va pour l'exemple, enfin dans le master, donc là on est en train de faire un master material qu'après on va décliner en material instance. On va quand même sur ce master material attribuer des maps. Donc là, moi je vais attribuer, on va choisir par exemple de faire des variations de stone. On peut prendre ça, c'est pour l'exemple de toute manière. On va se prendre par exemple une petite pierre, par exemple celle-là avec les petites carlettes. Donc ça va être notre texture B. En texture A, on va choisir ceci. Et en C, du coup, on va prendre une autre texture. Donc par exemple ceci. Voilà. Ce sera pas magnifique sur nos pierres, mais bon, en même temps, c'est surtout voir le système pour qu'il fonctionne. Donc là, on a un problème, c'est qu'on peut pas connecter, on peut en connecter qu'une seule à la fois en baseColor. Donc comment on va faire? On va devoir utiliser ce qu'on appelle un lerp. Donc un lerp, c'est une interpolation linéaire. Donc le raccourci, c'est L clic gauche pour créer un lerp. Ou alors on fait clic droit et on tape lerp. Et on a linéaire interpolate. Donc comment fonctionne un lerp? Donc si je connecte par exemple le baseColor ici, avant de le montrer avec des textures, je vais le faire avec, on va essayer avec des textures juste pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le lerp, donc là j'ai connecté ma texture en A, ma texture en B, et j'ai ici un canal qui s'appelle alpha. Donc le lerp, c'est bien important que tout le monde comprenne comment ça fonctionne. C'est un des nodes les plus importants. Je le mets au même niveau que par exemple que multiply ou que add. C'est des opérations qu'on fait très fréquemment quand on fait du shading. Donc vraiment à connaître celui-là. Vous voyez que si je mets par exemple en constante alpha, si je mets 1, en fait, il va m'afficher la texture B. Et si je mets 0, il va m'afficher la texture A. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le lerp. Donc c'est un masque en fait. C'est comme un masque d'opacité un petit peu sur Photoshop. Donc, et si on met une valeur par exemple 0,2, en fait vous voyez il affiche plus de A que de B. C'est-à-dire que là il affiche 20% de B et 80% de A. Donc c'est là il fait la moite-moite entre les deux et 50% de l'un, 50% de l'autre. Donc nous on a trois textures. Donc comment on fait? En fait on fait un lerp suivi d'un lerp. En gros. Qu'après on connecte en baseColor. Et la question, ça va être comment est-ce qu'on fait justement pour contrôler cet alpha? Parce que là, on peut le définir de base, mais nous, ce qu'on veut, c'est que quand on peigne dans notre moteur avec l'outil Vertex Painting, ça affiche A, B ou C. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer un nœud qui s'appelle Vertex Color. Donc Vertex Color, lui, il sert à, en fait, il récupère l'information qu'on peint lorsqu'on utilise l'outil Paint ici. Il récupère cette information-là. Et vous voyez qu'en fait, quand on fait Paint, tout à l'heure, là, quand je faisais Paint sur mon caillou, vous voyez que là, ici, j'ai un channel qui s'appelle Vertex Painting, Paint Color, et je choisis par exemple, donc là, je suis à 0,0,0, donc je peins rien. Mais par exemple, si je mets 1 en R, vous voyez là, je peins le canal R, en fait, je peins le canal rouge. Si je mets 1 en green, je peins le canal green, et ainsi de suite. Ok? Donc là, nous, c'est ce qui permet que ce système fonctionne, c'est ce nœud-là, c'est Vertex Color. Donc Vertex Color, ça va être tout simple. On va connecter le rouge dans le premier alpha et le vert dans le second alpha. On va faire un petit apply et on va tester. On va voir ce qui se passe. Donc on va projeter notre matériel. Donc je vais m'ouvrir un deuxième content browser, comme ça je pourrais me mettre le petit Vertex Painting. Hop, donc là il est là, ce petit matériel, on va le drop. Et bon alors, en fait, là ce qu'on remarque c'est que le rocher avait déjà une information de Vertex Color. Donc du coup il a hérité de ça, vous voyez, de son précédent. Il fonctionnait déjà avec l'ancien matériel. Donc là si j'essaye par exemple sur un plan comme ça, vous voyez que ça c'est un plan que j'ai fait volontairement pour la démo, pour qu'il y a beaucoup de polygones.
Donc vous voyez alors on va projeter ça. Mais du coup, hop, 1. Vous voyez là, je peux bien peindre. Qu'est-ce qui est très important quand on peint? C'est l'opacité. Donc en gros, c'est important que ici vous régliez votre pinceau correctement. Vous voyez là, je suis en mode Colors. Et en Strength, j'ai mis un truc tout petit. J'ai mis 0,05. Si je mets 1, quand je peins, vous avez vu comment ça blende pas? Ici, c'est net, en fait. C'est dur, la démarcation. Donc c'est important que vous mettiez ici une force qui est relativement basse pour que vous ayez la main sur ce que vous faites et que ça reste assez clean, assez manipulable. D'accord? Donc maintenant qu'on a notre système de base qui fonctionne, on va venir ajouter des couches de contrôle sur notre matériau. Donc je vais faire une petite sauvegarde. Maintenant, on va se donner la possibilité de contrôler les tailles des textures. Parce que là, vous voyez que les briques, elles sont trop grosses, enfin, elles ont une taille qui est escalée, mais qui me convient peut-être pas parfaitement. Donc là, je vais juste sur mon plan, je vais peindre un petit peu. Tac. Voilà, et on va peindre la suivante. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que habituellement, ce qu'on a appris, c'est que quand on mettait une valeur flottante dans Texture Size, donc par exemple si je crée une scalar, ici, scalar parameter, et que j'appelle par exemple A Texture Size, et que je la connecte, ici, admettons que je mets 320, en fait cette Texture Size me permet de contrôler la taille. Vous voyez la texture, vous voyez le rocher comme il a grossi là, ici. Si je mets 100, ça change la taille. Donc nous, ce qu'on va faire, une des premières étapes, c'est qu'on va créer un paramètre pour chaque texture. Donc on va avoir A texture size. Par défaut, je vais la mettre à genre 320. Je vais mettre un petit scalar qu'on va appeler cette fois B texture size. Ça va pour l'instant, tout le monde arrive à suivre? C'est OK? Ouais. Scalar, paramètre, donc c'est texture size. Au début, alors ça peut, quand on n'a vraiment jamais fait de shading, on peut se dire, oh mince, il y a beaucoup de nodes et tout, faut les apprendre. En fait, ça rentre au fur et à mesure. En gros, euh, la différence entre la personne qui fait un shader, qui est capable de faire un shader très complexe, en fait, dans un shader très complexe, il y a plein de systèmes simples. En fait, quand vous apprenez le shading, vous accumulez des informations qui font que vous comprenez de mieux en mieux ce que vous faites. Par exemple, là, on connaissait le système de World on Edge Texture. On a mélangé ça avec un nouveau système qui est donc Vertex Color, qu'on apprend maintenant, qu'on remélange avec un système qu'on connaissait avant, qui était comment est-ce qu'on manipule Borderline Texture? On crée une scalar qu'on plug en Texture Size. En fait, faire un shader complexe, c'est juste ça. C'est stacker en fait différentes couches de connaissances pour à chaque fois contrôler quelque chose de spécifique. Donc là, je vais commencer à organiser un peu les choses de manière propre. Donc ça, je vais les mettre en bas. Et ici, je vais utiliser la touche C. Et vous voyez, C, clic gauche. Oula, bon, là, je l'ai fait là-bas. Mais C, clic gauche, en fait, ça nous crée une petite box ici, une letterbox. Et du coup, je vais marquer dedans diffuse ou base color system. Base color. Donc là, pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, sur un matériau comme ça, je vais avoir un système pour la base color. Mais du coup, il va falloir que je décline ça pour la normale, par exemple. Donc moi, là, dans la démo, pour pas que ça dure 8000 ans, je vais pas faire tous les canaux. Mais par exemple, je vais en faire un deuxième. Je vais faire le canal normal. Comme ça, vous voyez comment décliner. Mais on va donc faire donc un nouveau World de la Net Texture. Hop. World de la Net Texture. World de la Net Texture. Et du coup, rebelote. Donc promote to parameter. Donc A normal. B normal. Et C normal. Hop. Et là, on fait exactement comme tout à l'heure, hein. On récupère nos maps. Et donc dans C,
on vient mettre la normale. Dans B, alors je me souviens plus de laquelle c'était celle-là. Donc on va... Où est-ce qu'elle est ma normale? Je crois que c'est elle. Et le A, du coup, c'est celui-là. Et ben, on fait le même lerp. Alors c'est important ici, quand vous refaites le système de lerp, que vous gardiez les mêmes positions, d'accord? Il faut surtout pas interchanger, sinon ça fonctionnera plus. Donc vous devez vraiment garder le même système. Ok? Et comme vous pouvez le deviner, on va dupliquer en fait cette structure pour chaque canal. Donc là, on a un petit truc en plus sur la normale en fait, donc je vais déconnecter mes lerps. On a on connaît un nœud qui s'appelle flatten normal, qui permet justement de gérer la puissance d'une normale. Donc en fait, à chaque fois, on va connecter notre normale dans flatten normal. Hop, flatten normal. Flatten normal permet vraiment de gérer, vous verrez, l'intensité de la normale. Et donc c'est le résultat de flatten normal que je connecte dans B. Et donc voilà, vous voyez qu'on a des valeurs de flatness. Donc on va les créer. On va l'appeler donc A flatness, B flatness et C flatness. Flatness. Voilà. Donc par défaut, on les laisse à 0 parce que c'est ce qui est le plus pratique pour nous. On commence à avoir quelques nœuds. Et donc là, c'est pareil. On se fait un petit C. On l'appelle normal. Et on... Oula, il est en portée du monde avec lui. Et là, bah, on définit notre petite zone. Alors, n'hésitez pas à prendre de l'espace hein, sur un shading. Là, j'ai fait ça un peu de manière compacte, mais bon, tant pis. Et c'est tout. Alors, on pense bien, ici, les texture size, elle est repluguée au bon endroit. D'accord? Mais vous voyez que c'est un système relativement simple, en fait. Il y a pas grand-chose de compliqué là dans ce qu'on fait. Le lerp, ensuite, on le connecte en normal. Et donc, maintenant, sur notre material, bah, on va avoir la normale qui agit. Donc, maintenant, là, on a le système de base. Je ne vais pas le faire pour chaque paramètre parce que je vais vous laisser essayer par vous-même. Cependant, je vais juste vous montrer la procédure. Quand on veut créer un nouveau type de blending entre plusieurs matières, on va simplement aller ici sur notre Material de Vertex Painting. On va faire clic droit, créer le Material Instance. Et on va l'appeler, par exemple, là, je vais l'appeler Concrete Mix. Donc, là, admettons, je veux faire un mix de béton. Je l'ouvre. On retrouve nos petits paramètres qu'on a créés ensemble. Et on va par exemple aller donc, dans les bétons, ici. Je vais aller dans mes textures. Et ben, pour faire ma texture, on va prendre celui-là, le premier qui nous passe sous la main. Hop. Donc là, on choisit. Alors, vous pouvez prendre du temps à réfléchir vos blendings. C'est-à-dire que faites pas. Enfin, moi, ce que je conseille souvent, c'est d'avoir deux matières principales et éventuellement une matière de transition. Par exemple, si vous faites un bunker et que vous êtes à l'intérieur, vous allez avoir le béton propre, le béton sale, le béton cassé. Et déjà, c'est pas mal parce que ça vous permet de créer pas mal de variations sur votre environnement en fait. Évitez d'avoir, par exemple, je sais pas, vous faites une façade un peu colorée, vous pouvez avoir la couleur, le béton avec de la couleur, le même béton mais sans couleur, etc., etc. Donc vous, après, voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui réfléchissez un peu ce que vous voulez faire. Et bien sûr, quand vous avez fini, vous testez. Vous testez, vous regardez si les textures elles se blendent bien ensemble, etc. Des fois, vous allez avoir des mélanges qui font que ça fonctionne très bien. Je parle esthétiquement, hein. De temps en temps, ça fonctionnera moins bien, bah c'est pas grave, vous ajustez. Donc là, on va projeter du coup notre petit material. Donc là, c'est la material instance, donc concrete mix, il est là, on va le projeter. Et après, vous peignez. Alors, vous voyez, là, on se rend compte que ma sorte de mon carrelage, là, il est beaucoup trop gros. Donc l'avantage, c'est que comme on a créé des paramètres qui sont éditables, si on descend ici, donc on voit que le carrelage, là, c'est B. Bah, si je vais dans B, ici. Alors, c'est un des rares cas où la prévise n'est pas vraiment utile hein, dans ce genre de matériel là. Mais B texture size, vous la faites varier en temps réel, d'accord? Donc ça, c'est top. Parce que du coup, vous pouvez réajuster vos systèmes et ça, c'est vraiment stylé. C'est vraiment cool. Et voilà, et en soi, vous savez faire du coup maintenant un vertex painting clean.
Et après, ben, vous pouvez projeter ce matériau sur n'importe quelle surface de votre scène. Et du moment qu'on aura les bons, euh, le bon nombre de polygones, et ben ça fonctionnera. Et donc ça va énormément vous aider. Vous voyez là, en fait, le fait de le mélanger avec une texture plus claire, ça me permet de faire comme si le carrelage avait un peu vieilli. Ce qui est vachement cool. Genre j'aime bien l'effet. Et donc là, avec ce que j'ai fait, par exemple, je peux le salir par endroits un petit peu. Alors là, j'ai un peu exagéré. J'ai un peu trop sali. Mais ça va vraiment me permettre de faire des choses extrêmement sympas. Et en direct dans mon moteur, quoi. On va rajouter une toute dernière couche d'information sur notre matériau, qui est pas obligatoire, mais que moi, enfin, j'aime bien, par exemple, quand je fais des bétons ou quoi, j'aime bien, par exemple, contrôler la couleur du béton. En fait, ce que je vais faire, c'est que derrière ici, les petits nœuds de World on Net Texture, je vais venir ajouter, avant les lerps en fait, donc je vais déconnecter mes lerps. Avant les lerps, je vais venir connecter en fait un multiply. Donc je vais en faire un pour chaque texture set. Donc vous voyez, j'ai multiply. Alors pour faire des multiply vite comme ça, je fais M, clic gauche sur mon clavier. Comme c'est un nœud qui est, bah, on a M clic gauche, on a L clic gauche ça fait un lerp. Enfin voilà, il y a quelques raccourcis comme ça qui vous permettent de. Les nœuds qu'on fait tout le temps, au moins on les fait plus vite. Donc je vais connecter en B, vous voyez ma texture. Et en A, on va faire un vector parameter. Donc pourquoi on fait ça? Alors je vais vous montrer. Vector parameter ici. On va le faire 3 fois, donc on va faire A color. On va faire un autre vecteur qu'on va appeler B color. Et on va faire un dernier vecteur qu'on va appeler C color. C'est un peu redondant, hein, mais bon, c'est le shading. Et là, en fait, ces valeurs-là de vecteurs, on va les mettre tout simplement sur 1, 1 et 1 à chaque fois. Donc, ce qui va nous donner du blanc. Ce qui veut dire que pourquoi du blanc? Parce que par défaut, du blanc à 1, 1, 1, en fait, ça va pas changer la couleur de notre texture. En fait, elle va rester telle qu'elle est là. On connecte bien vous voyez là, j'ai pris le pin RGB et je l'ai envoyé dans A ici, enfin dans les multiply. Alors, une multiplication, peu importe que vous ayez fait ça, enfin, vous pouvez inverser ici, ça n'a aucune incidence, c'est une multiplication, donc du coup, ça change rien. Et ici, bah, je peux envoyer du coup bah, dans mon lerp. J'avais déconnecté l'alpha, j'ai pas fait exprès, je vais le remettre. Et ici, du coup, on va se mettre notre petit B. Alors, quand ça commence à devenir le bazar comme ça, vous pouvez, en double-cliquant sur une ligne, venir replacer le nœud. Ça peut être très pratique et je vous incite à le faire parce que ça va vous aider justement à ranger au mieux vos scènes. Donc ça, à quoi ça sert? Pour l'instant, ça sert pas à grand chose en l'état. Si on le touche pas, bah, ça va juste laisser notre texture exactement comme elle était avant. Cependant, vous voyez que là, si je reviens sur mon concrete mix, maintenant j'ai en bas, se sont ajoutés les vecteurs parameter value ici, A, B, C color. Donc notre béton de transition, par exemple le A, on peut venir maintenant le teinter. Vous voyez? Donc on peut venir comme ça créer. Alors évidemment, on veut faire un truc réaliste, on va probablement pas faire ça, mais c'est pour vous montrer qu'on peut ajouter du contrôle. Par exemple, moi dans ma scène, dans une de mes scènes, je m'en suis servi. J'ai des bétons uniquement blancs et je m'en suis servi pour faire par exemple un coup une maison qui est un peu plutôt rouge, un coup une maison bleue, un coup une maison jaune, etc. Ce qui fait que j'ai un seul matériau, mais qu'à chaque fois, bah, j'ai des bétons de couleurs différentes. Donc bah, je prends un béton neutre et je le multiplie par une couleur. Donc ça, c'est une mécanique qui est très récurrente en shading. On va pouvoir, par exemple, le retrouver aussi, vous faites un liquide, vous faites de l'eau, bah, on va avoir souvent un vecteur qui va venir multiplier la couleur du liquide pour justement avoir des liquides avec un seul matériau, un liquide rouge, un liquide vert, un liquide bleu, etc., etc. Donc je pense que j'ai fait le tour pour le vertex painting, déjà le tour de base. On aura des cas qui sont peut-être un peu différents quand on veut peindre sur un landscape, mais ce sera l'occasion d'un prochain module. Déjà pour l'instant là on va réussir à le faire sur des géométries donc qui sont des static mesh et déjà ça a bien fonctionné. Voilà.